Comme j'ai souvent des copains qui passent, restaurateurs ou des potes, viticulteurs, propriétaires, eh ben je bois. Enfin, quand je dis je bois du vin. Je peux rester 4 jours sans rien boire, mais si je suis convivial, un peu de belle bouffe, des gens autour de la table, boum, là on ouvre. Je bois du vin à l'apéritif, je bois du vin à table et je bois du vin en sortie. J'achète 80% en Magnum et 20% en bouteille. Quand c'est bon, je vois pas pourquoi on s'arrêterait. Je supporte pas d'avoir des verres vides à table. Chez moi, ça n'arrive jamais. C'est impossible. Moi, quand un verre est vide, je le remplis. Quand plus personne n'en peut plus, les Magnums sont vides, les verres sont quasiment vides, c'est là qu'on ouvre une bouteille, mais elle se retrouvait Paul basse et on la finit pas. Mais ça me dérange pas, mais je ne veux pas qu'on en manque. Homme libre, toujours tu chériras la mer. Oui, homme libre, toujours tu rempliras mon verre. C'est peut-être ce qu'aurait pu écrire Baudelaire s'il avait passé une soirée en compagnie de notre invité du jour. Et oui, chers glouters, quel plaisir de vous proposer pour cette nouvelle émission de découvrir ensemble ce que le vin dit de Joël Dupuche. La mer, bien sûr la mer. Joël en a fait son jardin pour cultiver avec passion ses huîtres, bien connues de nombreux Français sur le bassin d'Arcachon. Plus précisément au Cap Ferret, au parc de l'Impératrice, chez lui. Et croyez-moi, c'est bel et bien la parole d'un homme libre que vous vous apprêtez à écouter. Pour Glouglou, Joël Dupuche nous livre sans compter les grands flacons qu'il a croisés sur son chemin. Ses vignerons, ses chefs, qu'il admire et avec qui il aime se retrouver pour vivre des moments d'amitié, où le vin, oui, le vin, occupe toujours une place de premier rang. Dans la vie, il y a ceux qui voient le verre à moitié plein, et les autres. Alors préparez-vous, ce nouvel épisode donne soif. Je m'appelle Peeves, j'aime profondément les gens passionnés. Nul doute que l'appétit de Joël vous donnera envie de passer à table et d'ouvrir un beau magnum. Allez, top générique. Bonjour à tous, c'est Peeves. Vous écoutez Glouglou, l'émission qui parle vin autrement. Vignerons, sommeliers, cavistes, mais aussi athlètes, artistes, musiciens, écrivains. Nous allons ensemble découvrir ce que le vin dit de nous à travers le regard, les mots et la singularité de chacun de mes invités. Hello les glouters, j'espère que vous allez bien. C'est avec le doux chant des oiseaux au bord de l'eau que je vous souhaite la bienvenue sur Glouglou pour découvrir ce que le vin dit de notre invité du jour. Et quel bonheur d'introduire Joël Dupuche. Salut Joël, comment vas-tu ? Bonjour, bien, et vous ? Enfin, les auditeurs, parce que toi, je vois que tu vas bien, t'es en face de moi, donc. J'espère, oui, on espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme parce que, Joël, tu connais la musique, Glouglou, ce que le vin dit de nous. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va peut-être parler un peu humain. On va parler vin, et puis ça va nous raconter l'humain. Voilà. Alors le premier service de l'émission, c'est l'étiquette. Alors c'est ce qui est visible souvent, c'est ce qui est marqué, mais c'est surtout l'occasion chez Glouglou, Joël, de permettre à notre invité de se présenter. Alors c'est à toi. Moi je suis ostréiculteur, voilà, et un espèce d'ogre de la vie. Je pense qu'il faut vivre les instants très forts et se concentrer dessus et en profiter pleinement. Donc je suis pas beaucoup dans la projection de demain, je suis dans l'immédiateté du moment. Voilà, c'est c'est comme le vin, quoi. Le bonheur c'est quand on le boit. Voilà. Ostréiculteur de métier, 7 générations. C'est ça. Donc natif du bassin d'Arcachon. Ouais, je pense qu'on est sur le bassin depuis 1624, je crois, les plus vieilles traces que l'on ait de la famille. Si on aime bien parler des racines, où est-ce que tu pourrais remonter, toi, au plus loin, pour te remémorer la présence d'une bouteille de vin à table, une émotion peut-être, une photo? Alors, il n'y a pas de photo, mais chez moi, mes parents avaient la chance de vivre, et à l'époque, tous les ostréiculteurs vivaient très bien, mais quand je dis très bien, très bien. Alors, c'était pas des gens qui connaissaient particulièrement le vin, mais comme justement ils ne connaissaient pas, ils achetaient que les hauts de tarif. Et dans les hauts de tarif, c'était Pétrus, Palmer. Et donc depuis tout petit, le vin de table chez moi, c'était les ormes de Pèze. Et le vin du dimanche avec le poulet, mais de consommation courante, c'était l'Inchbage. Donc j'ai toujours vu des bouteilles comme ça chez moi. Et moi, j'étais pas un passionné de vin jeune, et quand j'ai pris mon premier resto, j'avais 20 ans, il a fallu que je m'intéresse au vin, parce que je vendais du vin, et je me suis mis à boire du blanc, et je me suis mis à goûter du blanc, et j'ai découvert la palette des blancs, donc de 78 à 78-79, et en 79, je vais à Vinexpo,
j'ai le bonheur d'avoir la maison de Drouin qui me fait goûter un Clos des Mouches. Je me rappelle plus l'année, peut-être 78 ou 77. Et là, révélation. Je me dis, waouh, ça c'est une grande bouteille. Enfin, c'est un grand vin. Tu m'étonnes, Clos des Mouches, les amis, c'est remarquable. C'est un mythe, c'est un clos. Clos des Mouches de chez Drouin, fabuleux. Et donc, je bois ça, et j'ai trouvé ça tellement bon, donc, et j'étais tellement passionné, qu'à la fin du salon Vinexpo, le directeur commercial de Drouin m'a dit, tiens, il me reste une bouteille sur le salon, je te l'offre, t'as tellement aimé ça, je te l'offre. Donc j'ai commencé à découvrir les Bourgognes. En 83, je me suis occupé de la restauration de l'interprofession des grands vins de la Grande Bourgogne, ça s'appelait comme ça. Et donc là, je vivais avec tous les négociants, puisqu'à l'époque, en Bourgogne, les propriétaires étaient inconnus, à part Ramonet, qui était une cathédrale dans ce monde de producteurs. Et puis il y avait La Roche qui démarrait un peu ses chablis et qui commençait à travailler sa marque. Mais autrement, il y avait que Jadot, Drouin, Charton-Trébuchet, Bichot. Il y avait que des négociants, Latour, et Le Fleuve et compagnie. Et donc voilà, je découvre la Bourgogne là, et je découvre la palette de bonheur que peut amener de ces vins, et la puissance que peuvent amener ces vins, qui sont des vins extraordinaires pour moi. Voilà, le chardonnay, je pense que c'est un immense cépage, et le chardonnay en Bourgogne, c'est là qu'il doit être, quoi, voilà. Ouais, il est au bon endroit, c'est vrai, la vie fait bien les choses. Et toi, ce premier verre, donc, tes lèvres, tu les trempes assez tôt quand même dans un verre de vin? Justement, oui, au repas, avec tes parents? J'ai goûté, je sentais, je suis très, j'aime beaucoup l'odorat, j'aime beaucoup le nez. Je déguste, je pense mieux, enfin je déguste. Je goûte presque mieux avec le nez qu'avec la bouche. C'est-à-dire que le nez nous donne ce que va être le vin. C'est-à-dire qu'il est très rare que le nez et la bouche soient déconnectés. Et quand c'est déconnecté, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà. Et puis des parfums, il y en a chez toi? Ah ben il y en a, on vit entre l'odeur de la vase, qui est un parfum merveilleux que j'adore, et puis l'odeur des pins, des mimosas. Enfin, on vit dans un pays, on vit dans un paradis. Donc on est cerné d'odeur. Et oui, ces odeurs et ces parfums, parlons-en. Ces essences qu'on retrouve sur le bassin, magnifiques, multiples, apaisantes. Et tu sais, ces essences, je les connais bien. Pour tout te dire, Joël, j'ai grandi sur le bassin, de l'autre côté de l'eau. Et j'ai fait mes premières armes à 18 ans, tu sais, pour gagner un petit peu d'argent et payer les sorties avec les copains, chez une famille d'ostréiculteurs que tu dois bien connaître. Annette et Jean-Claude Tournecy au port de la Rosse, qui m'ont beaucoup apporté, à qui je rends hommage. Tiens, un petit coucou à la famille Tournecy. Jean-Claude est un très bon copain, et c'est un personnage surprenant. Grand personnage. Enfin, pas grand par la taille, mais grand personnage par le mode de vie. En fait, je parlais tout à l'heure de mes parents, mais ces générations d'ostréiculteurs, c'était des seigneurs. Voilà, ils vivaient comme des princes. Voilà. Et c'était assez merveilleux. Et ces auteurs, on les a aussi de l'autre côté. Et c'est vrai que le plus en plus, si vous avez même la cellulose de l'autre côté, quelle chance. Oui, alors, cher l'auteur, si vous n'êtes pas du coin, la cellulose, mais cette usine où on fait du carton. Ça sent le chou. Voilà. Et quand vous le sentez chez vous, ça peut indiquer la pluie qui arrive souvent pas loin derrière. Écoute, moi je te propose qu'on parle justement de terroir. T'as commencé à me mettre l'eau à la bouche, donc terroir, c'est ces terroirs qui ont marqué ta vie. C'est maintenant jingle. De grands terroirs impliquent de grandes responsabilités. Glou-glou. Joël, toi dans ton parcours, tu nous as parlé, et sacré parcours, les grands vins de Bordeaux, les grands Bourgognes, mais à présent, on veut t'entendre. Quelle est ta définition du mot terroir? Terroir. C'est alors particulièrement dans le vin, parce qu'on peut le mettre dans tous les trucs, mais je pense qu'à un moment, il y a des plants qui s'adaptent à des terroirs et qui sont sublimés par ces terroirs. C'est-à-dire que du chardonnay, on en a planté partout, on en a planté en Ardèche, maintenant on plante à Beaujolais, mais le terroir fondamental du chardonnay, pour moi, c'est la Bourgogne. Et que après des chardonnays, j'en ai bu en Australie, j'en ai bu en Afrique du Sud, j'en ai bu partout, aux États-Unis, mais la Bourgogne, on sent qu'il est chez lui. Voilà, on sent que c'est son endroit, et que voilà, donc le terroir, pour moi, c'est vraiment le mariage parfait qu'il y a entre un cépage et un terrain, et qui donne derrière un raisin, qui donne un vin splendide.
Voilà, Et des bons moments. Tu parlais de ces terroirs, là, t'as cité quelques pays. J'ai cru, parce que j'ai essayé un petit peu de préparer cette émission tout de même. J'ai capté que tu aimais bien l'Afrique du Sud. J'aime l'Afrique du Sud parce que les fois où j'y étais, j'ai senti que c'est un pays de pionniers. Mais quand je dis de pionniers, c'est tous, que ce soit les blancs ou les noirs, c'est des gens qui vivent avec une espèce de foi où on a l'impression que rien n'est impossible. Voilà, c'est ça, tout est possible. Et ce pays m'a plu pour ça. Et je dois avouer que bon, si j'étais obligé demain de quitter quitter la France, je pense que j'irais m'installer en Afrique du Sud. Ouais, du coup, t'as croisé quelques vignobles là-bas? Ouais, j'ai été à Franschhoek, Stellenbosch, j'étais à Hermanus. Non, j'ai fait quelques vignobles. Ouais, il y a des belles choses là, les amis. Encore une fois, essayez au gré de vos curiosités, d'aller vous tremper vos lèvres dans des jolis chenins, notamment. Des choses magnifiques. On parlait du chardonnay. Bon, il y a des grands vignobles. Des Syrah, du Cabernet. En fait, ils avaient beaucoup de vins de cépages purs. Et après, ils ont leurs assemblages, mais c'est vrai qu'ils travaillent beaucoup les cépages purs. Et alors, ce terroir girondin? J'ai fait une émission, un film avec José Garcia qui s'appelle In the Bottle, donc ça parle. Et on a traversé la France parce qu'on était avec un passionné de vins un peu exotiques, bio, nature, là. Et donc, on traverse la France pour descendre. On va d'abord à Sancerre, chez mon ami Alphonse Mello, qui est un prince qui est le prince de Sancerre. Et on descend, on passe par le col de l'Aubrac, et là, je montre une carte, je dis, mais vous vous rendez compte quand même qu'on a à gauche le Bordelais, à droite la Bourgogne. On a les deux plus grands terroirs du monde qui produisent les meilleurs vins du monde. Et j'ai dit au mec, et toi, pauvre con, tu nous fais passer au milieu, entre les deux. On s'arrête ni l'un, ni dans l'un, ni dans l'autre. T'es vraiment un abruti. Bon, après, on est descendu dans le sud. On a été à Faugère, chez Catherine Roque, qui fait un très joli vin. Alix, qui nous a montré ses vins nature et ses vins de copains. Après, on est parti chez Julien Zernotte, le pas de l'Escalette, c'est un mec merveilleux. C'est-à-dire que souvent, les vins ressemblent à leurs propriétaires. Un peu comme les chiens et leurs maîtres. Quoi. Exactement, c'est exactement ça. Et après, j'ai rencontré un virtuose du vin, de la terre, de la coupe, de la vigne, qui s'appelle Cyril Fall, et qui fait le Clos Rouge-Gorge. Et là, je dois avouer que ça m'a... Alors au début, j'avais regardé sur Internet, j'avais vu un hectare à la Tour de France, au-dessus de Perpignan, un endroit improbable, près du Mont Perdu, là-bas. Je me suis dit, attends, je vais tomber sur un mec qui fait du vin, qui fume des pétards, qui va me faire du vin nature imbuvable en m'expliquant que c'est super bon parce que c'est original. J'ai dit, ça va me gonfler rapidos. Et puis en fait, je suis tombé sur un mec, mais quand je dis merveilleux, structuré, amoureux de ce qu'il fait, passionné par sa terre, top. Ouais, on a de grands talents sur la France, mais alors tiens, tu sais, je trouve qu'on vit des fois dans un monde un petit peu bizarre où on aime bien mettre les choses ou des gens dans des cases, et c'est vrai, tu parlais là des vins nature, on le sent, c'est palpable, il y a un courant, une énergie que je trouve pas très positive, qui consisterait donc à... Il y en a qui, avec beaucoup de virulence, lorsqu'ils parlent de vin nature, n'hésitent pas à taper sur le voisin qui ne l'est pas. Bon, moi, je suis pas trop adepte de ça, je sais pas ce que t'en penses, mais taper sur les autres pour se faire valoir, je trouve que c'est un jeu dangereux. Et surtout, il y a plein de gens qui appartiennent à aucune chapelle, qui s'en défendent et qui font des choses remarquables. Il faut juste être curieux d'aller chez eux et goûter leur vin. Moi, je ne dis pas, c'est pas bon. Je dis, moi, je n'aime pas. Voilà. Basta, après, chacun ses goûts. Hein. Je crois que c'est disait un chien qui mangeait une merde. Voilà, c'est ça. Bon, et toi alors, Joël, quel pont tu pourrais établir entre le métier de vigneron et celui d'ostréiculteur? On a un pont dans la sélection. Je crois que sur des lots d'huîtres, on est capable, par le triage, par les endroits où on va les mettre, de les améliorer. Et c'est un peu comme la vinification. En fait, il y a la viticulture qui produit la vigne, et pour avoir du beau raisin, il faut avoir une bonne viticulture et un bon viticulteur. Mais ensuite, le fruit de ce raisin, il va être travaillé par un œnologue ou par un vinificateur, et que je pense que si on donne 5 cuves différentes à 5 vinificateurs différents, ils vont faire 5 vins différents. Ben, je crois que dans l'huître, c'est pareil. C'est-à-dire que la manière dont on va travailler nos huîtres va faire que sur des lots similaires au début, que par la sélection, on va arriver à
à segmenter le lot, à obtenir le maximum dans une partie, déclasser les autres. Tout ça est lié, je pense, à l'expérience qu'on a eue et à ce qu'on aime et à ce qu'on a envie de faire. Et moi, en fait, je dis pas que j'ai de très bonnes huîtres. Je dis que celles que je fais, elles sont comme je les aime, moi, et que j'ai envie de faire partager ma vision et mon goût. Voilà. Après, le bon goût, le mauvais goût, je connais pas. Et le partage, il s'opère sur de très nombreuses tables en France, où on se régale, mon cher Joël, avec tes huîtres, celles du parc de l'Impératrice. Je suis heureux, moi, quand j'ai des mecs avec qui je partage, parce qu'en plus, c'est même plus des clients, c'est des amis, quoi. L'intérêt hier, j'étais avec des copains qui faisaient des truffes et du caviar. Et on parlait d'histoire, et il y avait la femme d'un des gars qui était avec nous qui dit, mais en fait, vous vous éclatez en ce que vous faites. Mais je lui écoute, c'est vrai qu'on a affaire à 90% à des gens qui sont des généreux, qui sont des épicuriens, qui sont gourmands, qui sont partageurs, qui aiment la fête. Donc c'est vrai qu'on vit dans des univers bénis des dieux. Voilà. Puis après, il y a 10% de marginaux qui sont un peu casse-couilles, mais bon, c'est pas très grave, cela on les gère. Les gens, les 90% de merveilleux nous font oublier les autres. Bon, et sur les huîtres, qu'est-ce qu'on boit ? Sur les huîtres, on boit ce qu'on veut. Une huître, quand on la mâche, alors, mon huître à moi, ma conception de l'huître, c'est très charnu, croquante, de la mâche, et ça délivre une grande longueur en bouche, très très longue derrière, avec de la noisette. Au début, on a du sel de l'iode, ça passe, et après, on passe sur des saveurs, noisette, mousse, sous-bois, enfin, qui varient. Et là, si on met une goutte de vin, qu'il soit blanc, pétillant, champagne ou rouge, ça fait exploser les saveurs. Et je vous conseille de faire ça, et donc de manger vos huîtres doucement, de les mâcher longtemps, et juste avant d'avaler les derniers morceaux secs de l'huître, mettez un coup de vin dedans. Vous allez voir le bonheur que c'est. Et ben voilà, la transition, elle est toute trouvée, les amis. C'est le chapitre préféré, Gamma GT. Donc là, on va parler de ta consommation. Mon cher Joël, c'est parti, jingle. Glouglou, le podcast à écouter sans modération. Gamma GT. Gamma GT, c'est une bagnole de sport. Ça, c'est ta vitesse de consommation qui nous le dira, Joël. Mais ici, on va s'intéresser à ta fréquence de consommation. Ta capacité, en fin de compte, à passer les vitesses de 1 à 7 jours semaine. Qu'en est-elle ? Je pense qu'en moyenne, j'ai 4 jours par semaine où je bois du vin. Si je bouffe tout seul ou si c'est un repas, un déjeuner normal le midi, je bois de l'eau. Je bois de l'eau. Par contre, comme j'ai souvent des copains qui passent, restaurateurs ou des potes, viticulteurs, propriétaires, eh ben je bois. Enfin, quand je dis je bois du verre. Je peux rester 4 jours sans rien boire, mais si je suis convivial, un peu de belle bouffe, des gens autour de la table, boum, là on ouvre. Et de moyenne, j'ai constaté que globalement on fait une quille par personne, quoi. Quels que soient les vins qu'on boit. C'est une soirée normale, c'est une bouteille par tête. 75 centilitres. 75 centilitres. Bon, distillé sur des 3-4 heures. Sur 4-5 heures, puisque moi je fais l'apéritif, je bois du vin à l'apéritif, je bois du vin à table, et je bois du vin en sortie. Et par moments je glisse avec un Armagnac, parce que j'adore ça, ou des beaux cognacs. Mais là, je regrette tout le temps, parce que quand j'en bois un, je peux en boire 10, et donc... Et le lendemain matin ? Et je me dis, mais pourquoi t'as fait ça ? T'aurais vraiment pas dû, quoi. Voilà. Mais donc ça m'arrive rarement. Ça m'arrive rarement. Et alors, justement, qu'est-ce qu'on boit à l'apéritif ? Qu'est-ce que t'aimes t'ouvrir ? Alors, j'ai aucun... Alors, le champagne ? Non, ma femme adore le champagne. Moi, je suis pas... J'aime bien le champagne, mais c'est pas le vin qui me fait le plus... Voilà, je préfère boire, si j'ai un domaine de chevalier et que je me fais un domaine de chevalier à l'apéro, je suis collé au plafond. Un Larrivée-Aubryon, ça me va bien. Mais j'ai pas d'a priori, mais je bois plus de rouge aujourd'hui que de blanc. J'adore le blanc, mais pour tout dire, ça me fout des crampes. Je commence à arriver à un âge avancé et je pense que le blanc me fout des crampes. Comme ça. Les effets secondaires de ce médicament. L'alcoolisme, l'alcoolisme chronique. Revenons à la consommation. Comment tu sources du vin ? Est-ce que tu as une cave chez toi, à la maison ? Alors, j'ai quelques bouteilles stockées de l'année de naissance de ma fille, mais j'ai une telle consommation que je peux très peu stocker. Alors, par contre, j'ai vraiment beaucoup de copains viticulteurs, mais partout.
Les Gonnet Menneville qui ont Château Gillette et les Champagnes Gonnet, c'est mes super potes. Ils ont le Château des Érins. L'Arrivée Aubryon, c'est mes super potes. Chevalier, c'est mes copains. Donc, quand j'ai besoin de vin, en fait, j'en commande et comme on en trouve de partout. Alors, par contre, j'aime beaucoup les Magnum. J'achète quasiment tout en Magnum. Alors, j'achète 80% en Magnum et 20% en bouteille. Parce que souvent, la dernière bouteille qu'on ouvre, celle qu'on ouvre à la fin, parce qu'il n'y a pas assez et qu'il y a des verres vides, en principe, on la finit pas. Et donc, voilà. C'est une question d'équilibre. L'équilibre, c'est, par exemple, 4 Magnum et un Frontignan. Enfin, 75 centilitres. Voilà. Ouais, et un critère, bon, bah là, tu l'as dit, en fait, le critère, c'est peut-être aussi l'amitié, justement, dans ta sélection. Oui. C'est une certaine fidélité. C'est-à-dire, t'es curieux de nature. Je ne crois pas qu'on puisse aimer quelque chose si on n'est pas dans un contexte. C'est-à-dire que le désir fait naître le plaisir, et le désir, c'est une situation qui est très large. C'est pas. Moi, j'ai 3 grands souvenirs de vin dans ma vie. Le premier, c'est un Magnum de Gillette 55. C'était en 1987 avec les anciennes 3 Gros. La famille, donc Menneville, pour le coup, nous avait posé ce Magnum de 55. Chaque table avait un Magnum de 55 d'une couleur, mais sublime. J'étais avec plein de chefs cuistots, qui étaient une ambiance géniale. J'ai bu ce vin, poum, mais la qualité du vin, l'instant, la beauté, la couleur du vin, fait que c'est resté gravé dans ma mémoire. Ça a été ça, premier choc. Deuxième choc, donc il y a eu le Clos des Mouches, donc à l'époque. Ensuite, dans une dégustation chez des amis viticulteurs où il y avait Chéreau Carré, donc qui était le muscadet, il y avait le directeur commercial de la Doucette, il y avait Marmin qui était en négociant en vin, il y avait Claude Bertrand qui était un gros représentant en vin, il y avait Alain Vautier d'Ozone, donc enfin on était et ils nous ont servi, on a eu servi à l'aveugle en dégustation. Pétrus 73, Ozone 64, Palmer 66 et La Tour 59. Oh la maestro. Et Palmer 66, pour moi, était au top, troisième grand souvenir de vin. Et le 4e, c'est un Clos Vougeot 67, dont je ne connais pas du tout ni le négociant, ni le producteur. Mais j'étais dans un contexte, j'étais dans une espèce de bien-être dans un relais château qui s'appelait le relais de Brenner en Bretagne, qui a disparu aujourd'hui, où à l'époque on pouvait fumer. J'étais avec mon P2 de Partaga, plus ma bouteille de Clos Vougeot, assis au salon de télévision. Et là, il y avait un mec qui s'appelait Claude Bernard, qui était président du comité d'éthique, qui parlait du cancer et de l'éthique. Et j'ai bu ses paroles autant que je buvais mon vin. Et donc le moment est devenu magique, parce qu'en plus, je me trouvais presque intelligent, parce qu'il parlait tellement bien qu'il nous rendait intelligents. Et voilà, 4e grand moment de verre. Donc, ouais, c'est le verre, mais c'est un univers de partage, c'est un univers. Alors, dans les années 80, j'avais une affection particulière pour les Bourguignons, parce que c'était des vignerons, quoi. Un Bourguignon, si on descend avec lui dans le caveau, il commence à déboucher, et si c'est bon, c'est nos limites, quoi. On peut remonter, tant qu'on tient debout, on peut remonter en temps, quoi. Et c'est quand on tient plus debout que l'antériorité des vins s'arrête. Mais si on tient, on peut remonter à 1929, voilà, ça lui pose pas de problème. Mais alors là, quand même, tu nous parles de tes gros coups de cœur, des faits marquants, donc souvent des millésimes anciens. Est-ce que on pourrait dire que tu as une certaine attirance, une appétence pour les millésimes d'un certain âge? Les vieux vins, est-ce que tu gardes encore un petit... Non, moi, je pense vraiment, mais dans ma vie, et j'ai dit tout à l'heure, je ne projette jamais. Moi, l'aventure, elle est au coin du chemin. Donc, pourquoi pas? On y va. J'ai tout goûté, on a parlé des vins nature. Moi, c'est pas ma came. Mais j'ai goûté. Voilà, j'ai goûté. Je suis capable d'aller à l'aventure. Mais après, voilà, je vais pas rentrer. C'est pas ma came, quoi. Voilà, j'oublie. Ouais, j'avais envie de profiter quand même de ce moment vraiment chouette que je suis en train de vivre en face de toi, Joël. Merci encore d'ailleurs pour ta confiance. Mais tu vois, je suis un gros gourmand et je pense que les glouters le sont aussi. J'ai envie de jouer au jeu. Qu'est-ce qu'on boit?
qu'est-ce qu'on boit? Très simple. Alors, tu l'as dit tout à l'heure sur les huîtres, en fin de compte, ce qui nous fait plaisir, Tu bois ce que t'aimes. mais sur une huître gratinée. Mais ça dépend avec quoi tu la gratines. Bon, alors, donne-nous une recette. Mais non, mais tu peux. Oh non, mais moi j'ai une recette d'huîtres que j'ai inventée. Non, à un moment j'ai ajouté les ingrédients dans une huître et c'est considéré comme une recette. Je prends du beurre, mais une vraie noix de beurre, pas du beurre une noix de beurre salé bien gaillarde que je pose dans mon huître. Je mets du poivre, de la mignonnette de poivre que je broie gros, du poivre noir de Madagascar, donc pas de Sichuan et tous ces trucs-là, du poivre noir, et je mets au four à 250 degrés entre 8 et 10 minutes en fonction de la taille des huîtres. Là, le poivre torréfie avec la chaleur, il frit un peu dans le beurre, ça se mélange avec le jus de l'huître, et là ça fait un jus. C'est un plat test pour moi, parce que le plat test, c'est quand les mecs ont mangé le produit de base, et qu'après ils sont tous en train de saucer avec le pain dans la sauce. Voilà, ça c'est le critère pour moi du bon. Mais après avec ça, on peut voir ce qu'on veut. J'ai une surprise. L'autre jour, on fait un repas bécasse avec des copains. Il y avait Mathieu Vianney de la Mère Brasier, donc on est repas bécasse. Et il y a un vieux chef qui était là, qui dit, mais les mecs, vous avez essayé le sauterne avec les bécasses? Et nous, vraiment comme des cons, on dit, ben non, parce qu'on était tous sur du vin rouge. Et il y avait Julie Gonnet qui était là, enfin Gonnet Betteville. Et Julie dit, mais j'ai un Magnum dans la voiture. Toujours un Magnum dans la voiture. Les Gonnet Betteville on peut jamais les prendre en défaut. Et donc, on s'est tapé, on était une dizaine, une révélation. Une révélation. Je vous promets, le gibier ou la viande blanche, le poulet, avec des vins doux, du Sauterne ou du Jurançon ou des vieux Alsace. Ça a tombé par terre. Et je discute de ça avec Julien Dubouet, donc qui est un client et un pote surtout. Et je dis à Julien, putain, j'ai bouffé des bécasses avec du Sauterne, enfin du Barsac. Et puis il me dit, mais chez moi, quand j'étais gamin, le poulet le dimanche, on le buvait avec un verre moelleux. C'était l'habitude. Aujourd'hui, on a perdu cette habitude, mais c'est vrai que c'est à tomber par terre. Et tu sais, on en parlait il y a quelques mois maintenant. On a sorti une émission avec Philippe de Lursalus, Ouais. qui est un grand gourmand, un amoureux de la vie, et puis surtout un grand défenseur. Château de Fargue. Bien sûr, de Fargue, de Sauterne. Et lui, son combat, alors d'ailleurs, ce qu'il dit souvent, essayer Fargue sur une huître en fonction des millésimes, et mon Dieu que ça marche. Mais le combat, c'est de parler de Sauterne, nous là aujourd'hui, tous les jours, et de rappeler en fait la magie des accords mets et vins. Et après tout, si on se trompe, bon, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de sanction, hein. Donc, on peut tout essayer. Alors vraiment, c'est un domaine dans lequel on peut se laisser aller facilement. Il n'y a pas de sanction. Il n'y a aucune sanction, enfin, ni d'interdiction, ni d'échéance physique. Donc, allez-y, buvez ce que vous voulez. Moi, je pars du principe qu'il faut vivre la vie comme on a envie de la vivre. Et que si, quand un mec est content parce qu'il boit son verre de vin rouge, son verre de vin blanc, il y en a un qui lui fait « Oh, malheureux, mais bois pas ça !» Mais qu'est-ce qui nous fait chier? Je bois ce que je veux quand je veux. Et c'est, on m'a pas arrêté les gens dans un moment où ils vont vers le plaisir, où justement ce désir est au comble, prêt à fournir du plaisir, et là il y a un mec qui dit « Ah non, mais arrête. Ça se fait pas, ça. » Ah non, mais il mérite une tarte dans la gueule. Bon, bah écoute, moi j'ai bien envie qu'on sorte nos petits mouchoirs. Allez, clin d'œil. On va parler émotion et coup de cœur. C'est le prochain chapitre, Joël. Let's go. Glou-glou. Pour l'amour, du coup. Bon, Joël, le truc c'est que t'es pas avare justement de coups de cœur. Tu nous en as déjà donné beaucoup. Des grands moments. Alors, pourquoi pas s'intéresser là au présent, ces dernières sensations que tu as eues. Est-ce qu'il y a un domaine là récemment qui t'a marqué? Le domaine de Stéphane de Renoncourt. Je peux en parler, j'en ai bu hier soir avec lui, donc c'est vraiment... Alors domaine de là, on est à Castillon, côte de Bordeaux, les amis, pas loin de Saint-Émilion, sur des très beaux terroirs calcaires. En fait, c'est le prolongement du plateau de Saint-Émilion. Et avec un bon vinificateur. Et voilà, un sacré mec. Un mec de la vigne, un mec de la terre, et un mec du vin. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est sans concession. C'est un cœur de rocker. Ouais. C'est un bon mec. Voilà. Il aime pas, passer à autre chose. Et j'aime bien cette manière d'être. Écoute, moi j'ai bu, c'était un Magnum de 2018 à l'avant-comptoir du Palais. Il n'y a pas si longtemps que ça 2017. à tomber. Ouais.
domaine de la, L apostrophe, un grand A majuscule, les amis, on peut retrouver ça chez tous les bons cavistes ou tout bon restaurateur, voilà, qui a envie de vous faire plaisir. Est-ce que toi, dans tes coups de cœur, tu nous as parlé de la Bourgogne, donc Chardonnay, cépage d'affection, est-ce qu'il y aurait un autre cépage comme ça ou J'adore les pomards, j'adore les pomards de chez Violo. J'adore les Volnay de chez Nicolas Rossignol. J'étais avec Cécile Tremblay dimanche, donc on a bu une chapelle Chambertin, c'était à tomber par terre. Et puis j'étais avec mon pote Brotteau de Muscadet. On était là ensemble. En fait, moi, comme je passe ma vie à bosser avec des restaurants, et donc on fait plus ce qu'on appelle des polés. Alors on se retrouve dans un restaurant, par exemple on va à Nantes à la Cigale, et là on se retrouve avec Papin Luneau de Muscadet, avec Brotteau, avec Yves Canarelli qui arrive de Corse, avec Isabelle Jossmayer qui arrive d'Alsace. Et donc on se retrouve là, mais c'est vraiment de la camaraderie. Il n'y a pas un mec qui se la pète, jamais. Et c'est que des moments de partage et de plaisir, quoi. C'est de la joie. Or, c'est de la joie, donc ça nous fout de bonne humeur. Quand on est de bonne humeur, on a tendance à apprécier encore plus et à trouver que ce qu'on boit, c'est encore meilleur, probablement qu'intrinsèquement, ça n'est. Mais c'est cet esprit de fête qui nous amène, en fait, c'est ça. Moi, la quantité de fois où on est parti, on se retrouve dans un caveau, à un endroit, on commence à boire, et puis on boit, et puis l'ambiance est merveilleuse, et tout est bon. Et on dit au mec, putain, mais mets-moi 2 caisses dans la voiture, tiens, je te les achète. Et quand on est sorti de la fête, le vin, il a plus le même goût. C'est-à-dire qu'on arrive chez soi, on dit, putain, mais pourquoi j'ai acheté ça? Alors que c'était merveilleux au moment où on a dit, je m'aimante de 2 caisses. Même ça, je crois que l'émotion... mais c'est l'émotion qui sublime le produit. Et en fait, elle est unique, quoi. Chaque émotion est singulière, et c'est vrai que des fois, on peut être déçu en se disant, tiens, j'ai racheté le flacon qui m'a fait rêver, et puis on retrouve pas forcément la même chose. C'est un jeu dangereux, mais en même temps, il est tentant, ce jeu. Mais heureusement, c'est pour ça, c'est l'intérêt du jeu. Voilà. C'est des fois de perdre. Si on fait que gagner, c'est plus un jeu. Bon, et entre nous, est-ce que tu aurais justement une petite histoire, juste une petite histoire d'ivresse à nous partager, quelque chose de sympa, de rigolo? Alors, des histoires d'ivresse. Une grande fiesta avec des grandes bouteilles. Alors je tairai le nom, je garderai secret les noms. Mais un soir on a fait une soirée et on a démarré à 18h, on était 6 et on a démarré à 18h. Soirée d'été, donc il fait bon, on est là, on boit et on attaque sur un grand verre, et 2005, et on attaque et on boit 1, 2, 3, enfin on compte pas. Et la soirée s'éternise jusqu'à 2h du matin, ça discute, c'est sympathique, mais on a chalumé. Et à un moment, notre hôte dit à son fils, rattrape-moi une bouteille. Et le gamin lui dit, mais papa, ça fait 18 bouteilles que vous buvez. Et là, le père lui dit, mais me fais pas chier, vous en avez pour 4 générations derrière, on va me chercher une bouteille. Non, mais il lui dit, je te dis pas ça pour ça, je te dis ça pour votre état de santé. 18 bouteilles à 6, ça fait beaucoup, quoi. On n'est plus à la bouteille par personne. Non, on avait glissé, ouais, mais ça avait duré 19h ou 18h, 20h. J'aime bien on avait glissé. Voilà. Et donc, et on part, et j'ai un de mes copains qui était un peu enflé comme un porte-plume, qui avait bu à peu près autant que moi, mais qui était je le sens moins stable quand on part. Et je lui dis, tu veux pas que je conduise? Non, il me dit, ça va, c'est bon. Et on démarre, donc il y avait un gros 4x4, on démarre et on fait 1 kilomètre. Je lui dis, t'es sûr que tu veux pas que je conduise? Il me dit, pourquoi? Je lui dis, ça fait 1 kilomètre que t'es sur le bas-côté. Tu n'as pas roulé sur la route encore. Et là, il me dit, ouais, c'est vrai que j'y vois pas très bien. Je vais te filer le volant. Voilà, cette anecdote. Voilà, on avait fait 18 bouteilles à 6. Et de très bons. De très, 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 très bons. Et souvent, quand on boit très bon, le lendemain matin, c'est plus facile. Ouais, je me rappelle pas. En fait, je me rappelle que des matins qui chantent. Les autres, non. C'est beau, c'est bien dit. Écoutez, les amis, c'est l'heure de partager un bon flacon avec Joël. Hein, vous connaissez la musique, c'est l'heure du blind tasting. Jingle. Blind tasting! Bon les amis, c'est le moment de partager un flacon avec Joël Dupuche qui nous reçoit chez lui au parc de l'Impératrice pour parler vin et pour découvrir ce que le vin dit de lui, voilà, à travers la vie, le vécu, les bonnes bouteilles partagées avec les copains. Et là Joël, je t'ai servi
du vin dans un verre. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est un vin assez nerveux, assez aromatique. Quand on l'a en bouche, il est légèrement perlant, donc c'est un vin jeune. Et ma perception, mon souvenir, m'amène vers un vin de Loire entre Muscadet et Saumur, la zone des Savenières, dans ces... Il y a cette nervosité un peu comme on les Muscadet, un petit peu plus fruité, donc voilà, je suis un peu dans ce coin. Et c'est un vin très agréable, frais, à boire à l'apéritif ou avec des huîtres, avec du poisson. C'est vraiment un vin... Il est sympathique, généreux, voilà, pour moi, c'est pas un immense vin, mais c'est un vin agréable à boire, quoi, voilà. Le plaisir, bon ça c'est ce qui nous importe. Alors écoute Joël, franchement, t'es pas très loin. Et on se disait, la première intuition, c'est souvent la bonne, et surtout ta description, elle est très juste, et puis c'est la tienne, elle t'appartient. On a notre propre palais, notre propre odorat. Écoute, on n'est pas dans la Loire, mais on est dans un secteur où parfois on peut ne pas s'imaginer qu'on fait du vin là-bas. Je t'ai amené dans un domaine insulaire. T'as une île, toi, en face de chez toi. L'île de Ré. Et non, pas l'île de Ré. Il y en a en moitié. On est en Méditerranée. Putain, mais j'aurais pas. Ah non, mais là je suis un salopard de t'amener là-dessus, de te faire découvrir. Pas du tout. Va me mettre ça sur la carte des vins. Mais sauf que ça existe, et du coup, j'espère que demain tu pourras mettre le domaine de l'île de Porquerolles sur la carte des vins et des vins de plaisir. Mais qui c'est qui fait ça, le domaine de l'île? Eh bien, je vais te le dire, et je vais même te donner 2 prénoms, celui de Nicolas et celui de Pierre. Nicolas Audebert et Pierre Etcheberry, ce sont eux qui signent les vins du domaine de l'île. Depuis 2019, Nicolas est le gérant des vignobles de la maison Chanel. Alors, il y en a un qui est pas très loin de chez toi, tout compte fait, Château Rosan-Ségla à Margaux, donc dans le Médoc. Il y a aussi Château Canon sur le haut plateau calcaire de Saint-Émilion, un terroir de dingue. Château Berliquet, charme fou, et Croix-Canon. Et donc 2019, cette opportunité folle de reprendre le relais de Sébastien Lebert, voilà, ancien propriétaire du domaine de l'île, qui a souhaité confier son bébé donc à Nicolas et à la maison pour qu'il puisse le préserver. Et les garçons sont venus là avec la ferme intention de signer des grands vins blancs et des grands vins de rosé. Voilà, c'est un projet sur le long terme fou, une aventure insulaire, humaine, agricole, viticole de surcroît, qui, moi, m'a marqué, tu vois, durant mes pérégrinations sur mon chemin. C'est une chance d'avoir pu croiser Porquerolles et les Porquerollais, que j'embrasse ici, des rencontres marquantes, et une véritable chance pour moi depuis 2019 de pouvoir suivre, les travaux, les réflexions, l'observation au quotidien de Pierre, de Nicolas, des équipes du domaine. C'est super enthousiasmant. Ici, le cadre, il est primitif, la nature exubérante, c'est un rocher, c'est une terre de schiste au milieu de la mer Méditerranée, les amis. Voilà, alors il y a une carte postale extraordinaire, mais faire du vin sur une île, c'est pas simple. Mais je vous encourage en tout cas à vous y rendre et à découvrir par vous-même la beauté de Porquerolles et de ce vignoble. Voilà, mais je vais m'arrêter là parce que sinon je pense que je pourrais en parler pendant des heures. Donc à présent, Joël, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'on mange avec ce domaine de l'île Blanc. Poisson, des oursins, ça doit être très bon, des oursins. Les oursinades. Ouais, des praires, j'adore les praires. Je suis un fou de praires. Pour moi, c'est le roi des coquillages. Et ça avec des praires. L'iode de la praire, la puissance et le bois, c'est merveilleux. Tu me fais plaisir parce que je te disais qu'effectivement, mon premier job, c'était donc chez les Tournesis, qui était donc, on le dit, ostréiculteur et grossiste en fruits de mer. Et puis moi, je tenais la petite boutique, donc en quelque sorte poissonnier, Codimer, ça s'appelait. Et donc j'étais chargé de réapprovisionner, de conseiller. Et alors j'ai découvert les praires chez eux. Et en cachette, j'allais m'en ouvrir parce que besoin de rien. On l'ouvre. Exactement. Il y a ce goût un peu presque citronné, salin. C'est extraordinaire. C'est les grands fruits de mer, pour moi. C'est les pieds de cheval. C'est les belons qui ont entre 5 et 12 ans. Je parle du top. Pour moi, le top, c'est ça. Les praires. J'adore les potoncles aussi. Les langoustines.
Voilà. Pour moi, là, c'est le summum des fruits de mer. Ben voilà les amis, bon ben là j'ai l'eau à la bouche, c'est réglé. Donc je vous propose qu'on passe à la recette magique. Là Joël, c'est justement je pense le feeling, c'est ta sensibilité, ce qui te touche au plus profond. On va pouvoir se connecter peut-être un peu avec ça. C'est un exercice imaginaire. Je t'offre le choix de choisir un vin, un vinyle, une musique, pour en connaître un petit peu plus aussi sur tes goûts musicaux, un plat, un lieu, et puis bien sûr la personne avec qui partager cet instant, qui est peut-être un instant parfait, selon toi. Alors un plat, une belle pièce de bœuf. Je dis ni côte ni aloyau, une belle pièce de bœuf. Bien entendu, juste maturée comme il faut, croustillante dessus, chaude dedans. Voilà, ça, plat numéro 1. Avec ça, je me ferais bien... J'ai le choix, je suis dans le rêve. Je suis le génie de la lampe. Romanée Conti. Ou Mouton Rothschild. Voilà. 82. Ça m'irait bien. Il doit être juste bien à température. Ça, c'est pour les vins. Il y a quoi? Quel endroit? Le lieu, le vinyle. Le vinyle, ça serait Duke Ellington au Blue Note en 1957 avec Ben Webster, Coleman Hawkins ou voilà, ça serait ça. Le lieu sur une vedette du Bourdieu, mouillé entre la dune du Pilat et le banc d'Arguin. Après, il y a quoi? La personne avec qui tu as envie de partager ça. Mais bon, sur la vedette, on peut peut-être mettre 2-3 copains, donc tu peux y aller. Là, ça me fait très peur parce que j'ai plein de potes. Alors, un peu surprenant, il me vient Philippe Stark, là maintenant. Et voilà, Philippe, William Téchouer, de la Corniche, que j'adore. Et allez, je vais en mettre 4 parce qu'on va bouffer à 5 forcément. Déjà, on a un mouton à boire plus une romanée, donc il va falloir... Là, je livre cela parce qu'ils sont par paire. En fait, ils se connectent. Enfin, quand je dis ils se connectent, dans ma tête, ils sont connectés. Et après, j'ai un vieux pote qui s'appelle Alain Mayer, qui a été le créateur de 8FM et qui a bossé à Sud Radio, qui est un gourmand, épicurien, sympathique, philosophe et voilà, ça serait le repas parfait où on pourrait parler pendant des heures pour ne rien dire, on ne fera pas avancer le monde, mais on va avoir l'impression d'y participer un peu, quoi, voilà. Eh ben, nous te remercions Joël pour ce moment divin et qui, je l'espère, sera réalisé. Moi, je l'ai déjà réalisé. À confidence, en toute Voilà. simplicité. Bon, ben, en tout cas, là aussi, je te remercie parce que tu me fais des ouvertures sur les prochains chapitres, en fait, tout naturellement. Là, on va parler des bonnes adresses. Nous, on trouve ça sympa chez Glouglou, si tu veux, c'est que tous les glouters puissent découvrir des lieux qui plaisent, qui touchent, pour lesquels vous avez une affection. Et donc, là, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir peut-être, ces quelques bonnes adresses où tu aimes te retrouver, te ressourcer, où tu aimes retrouver les gens que tu aimes, tes proches, une bonne table, un bon caviste. Attention, chez les bons cavistes, on ne se ressource pas. C'est un pas vers la déchéance. Alors, il y a un endroit, là, j'y pense quand tu me le dis. J'ai un copain qui s'appelle Georges Dos Santos, qui a un truc qui s'appelle Antiquine, je crois, à Lyon. Voilà. C'est un lieu de perdition, géré par un perfectionniste et d'une culture, d'une intelligence, d'une générosité rare. Mais il est fou. Et quand je dis il est fou, c'est au sens généreux du terme. Voilà, moi, avec lui, les nuits ne se terminent pas, quoi. Enfin, les jours succèdent aux nuits dans la même continuité. Après, je reparle de Lyon, il y a la mer Brasier, avec mon copain Mathieu Vianney, qui était un mec génial. Il y a les Halles de Lyon, que j'adore, qui est un endroit qui nous sort un peu de Bordeaux, mais qui sont un endroit magique, les Halles Paul Bocuse, où il y a une ambiance fabuleuse. Après, j'ai un endroit que j'aime beaucoup, c'est chez Christophe, au marché de Passy à Paris, qui est un poissonnier qui fait des produits exceptionnels, qui a bon goût, qui adore les vins, qui
qui présente dans un marché une carte de vin exceptionnelle et des produits exceptionnels. Et puis après, bon, voilà, mais je suis bien reçu partout. Tiens, chez Donc, toi, sur le bassin. Voilà. Ah non, chez moi, sur le bassin, j'aime l'auberge du bassin, j'aime le Pinasse, j'aime le bouchon du Ferré, j'aime chez Hortense, j'adore la Corniche, j'adore Aïza. Sur le bassin, je suis comme de toute manière, sur le bassin, si on fait le tour, il y a 50 affaires. Donc, et comme, Elles sont pas nombreuses. et comme il y a 365 jours, on est obligé d'aller plusieurs fois dans chacune, quoi. Voilà, c'est bon. Ça met l'eau à la bouche. Charlotters, vous le savez, on vous remettra aussi toutes ces bonnes adresses pour que vous puissiez passer le pas de la porte et faire votre propre expérience. Arrive un petit chapitre comme ça, on s'est dit, des fois c'est bien que nos invités puissent parler de ce dont pourquoi ils sont connus, reconnus. C'est le chapitre Actu Culture. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as envie de nous parler en toute liberté, Joël ? Non, parce que je crois que je t'ai dit tout à l'heure, l'aventure est au coin du chemin. Moi, j'aime pas trop parler des trucs que je vais faire tant que je les ai pas faits. Une fois qu'ils sont faits, c'est plus intéressant d'en parler parce que c'est fait. Et donc, moi, ce qui m'amuse, c'est de faire. Et que là, j'ai fait un one-man show à Rennes il y a quelques temps. Ça s'est super bien passé. Donc, je vais peut-être en faire d'autres. J'ai fait une émission de télé qui passait sur France 3 Aquitaine, qui va s'arrêter, mais je crois qu'on a fait 16 numéros. Je me suis régalé à les faire, j'ai croisé des gens géniaux, j'ai fait partager avec des Aquitains qui faisaient des trucs extraordinaires que j'ai pu présenter à des notoriétés nationales. Donc voilà, moi je n'ai aucune amertume, j'ai pas de regrets, je n'ai pas de projection, je n'ai pas de déception parce que je n'attends rien. Et donc à partir du moment où une chose se présente, je la fais avec spontanéité. Si ça se fait pas, tant pis. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et voilà, j'ai pas d'actualité. J'ai une actualité, c'est maintenant, quoi, voilà. Là, j'ai une actualité, je fais un podcast Glouglou. T'es chez Glouglou. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, moi je te remercie. J'ai juste envie de confier, si tu me l'autorises, le pourquoi du comment et en quoi cette aventure, moi je la trouve belle, celle que j'ai décidé de faire, voilà, petite pierre par petite pierre, qui sont ces petits épisodes mensuels. Tu peux imaginer, je pense, aussi ma surprise et ma joie, parce que pour tout te dire, tu m'as évoqué depuis ma tendre enfance, parce que étant de l'autre côté, pas loin, moi je te connaissais. Ouais, c'est l'antériorité, ça s'appelle l'âge, ça s'appelle la vieillesse, ça te fait pas chier. Et tu m'évoques en tout cas aussi cette forme de liberté, d'être un bon vivant, aimer les bons produits, produire des bons produits, aimer justement la table, les restaurateurs, enfin des gens qui nous régalent au quotidien. Et donc lorsque il y a eu cette connexion imprévue, j'y vois là justement le bonheur de la vie, ce petit bonheur, et de pouvoir partager avec toi aujourd'hui. On s'est croisés sur Insta, c'est ça ? Sur Insta, ouais. Instagram. Voilà. Non, mais c'est un coin de chemin. Instagram, c'est la rencontre. Mais en fait, je ne connaissais pas ce support. Ma femme m'a ouvert ça parce que j'avais à un moment un endroit de dégustation, donc pour faire de la communication. Et moi, j'étais ravi parce que j'avais 26 abonnés. À un moment, je me suis dit, putain, j'ai un paquet de copains, les gens m'adorent. Et puis, il y a Juan Aberlas, qui est un chef cuisinier, qui est un mec merveilleux. Brillant, merveilleux, avec un cœur gigantesque. Enfin, c'est vraiment une belle personne qui me dit, mais ton Instagram, je vais te le booster, moi. Et dans la nuit, j'ai pris 1500 abonnés. C'est parce qu'il a fait une connerie. Enfin, je sais pas ce qu'il a fait d'ailleurs, mais bon. Et puis, je me suis mis moi, je travaille beaucoup avec Instagram. J'ai des clients que j'aurais pas forcément le temps d'aller les voir dans des endroits à droite à gauche. Et en fait, on communique, et c'est devenu un outil vraiment, c'est devenu un outil de boulot pour moi, en dehors de l'outil de plaisir, parce que je rencontre aussi des gens merveilleux sur Insta, et qui m'amènent dans d'autres dimensions et dans d'autres espaces, et j'adore ça. Et d'autres aventures. Et ouais, mais c'est l'aventure qui est intéressante. Et l'aventure, elle est belle. Je crois que c'était Hergé qui disait que la plus belle des aventures, c'est celle qui se passe à l'intérieur. Et c'est justement un peu le fruit de ce format, du moins, chez Glouglou, ce que le vin dit de nous. Et ça y est, on y arrive. C'est la question finale. Mon cher Joël, il va falloir se mettre à table, là. On y va. Jingle. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Nous y voilà, mon cher Joël. Glouglou, ce que le vin dit de nous. Il n'est pas improbable que ces 45 minutes d'échange puissent nourrir le propos. On veut savoir, qu'est-ce que le vin dit de toi ? Mec, je suis un ogre, je crois, parce que je bois effectivement. Enfin, si je bois, je bois.
Voilà, mais pas pour me saouler, mais je bois par plaisir. Quand c'est bon, je vois pas pourquoi on s'arrêterait. Pourquoi ça me gonfle, les mecs qui s'en font de verre, qui disent vas-y, goûte. Non, je goûte pas, je bois. Je suis pas là pour goûter. Un jour, je suis dans une propriété, c'était la sortie des vins de l'année, et le directeur, le patron de la propriété, me dit, est-ce que tu veux boire un coup? J'ouvre des huîtres, donc pour une présentation de verre. Ben, je lui dis ouais. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux boire? Non, je lui dis pas le vin que tu testes, hein. Tu me donnes du vrai vin pour boire. Du vin pour boire, pas du vin pour goûter. Voilà. Et donc, je pense que j'ai une tendance un peu, pas boulimique, mais un peu ogre, quoi. Voilà, c'est au moment où quand je bois, quand je mange, mais je peux être un ascète de l'autre côté. C'est-à-dire que je peux être totalement dans l'opposé. Et d'ailleurs, j'ai pas fait depuis 1 an, mais tous les ans, je faisais 2 mois sans une goutte d'alcool. La purge. La purge, pendant 1 mois. Et ça m'a pas empêché de sentir des vins, justement. C'est pour ça que je parlais du nez tout à l'heure, parce que c'est très important. Et de ne pas boire. Donc, je suis capable ça me dérange pas. Mais par contre, si je suis à table et que je bois, je supporte pas d'avoir des verres vides à table. Chez moi, ça n'arrive jamais. C'est impossible. Moi, quand un verre est vide, je le remplis. Et avec souvent, un magnum, puis un deuxième. C'est ça. Et puis à la fin, quand plus personne n'en peut plus, les magnums sont vides, les verres sont quasiment vides, c'est là qu'on ouvre une bouteille, mais tout le monde n'en peut plus. Donc personne ne la boit. Donc la bouteille, elle se retrouvait Paul basse, et on la finit pas. Mais ça me dérange pas, mais je ne veux pas qu'on en manque. Voilà, je ne peux pas supporter que ça me gonfle des fois des dîners. Putain, juste après le dessert, il n'y a plus rien à boire, et puis il n'y a pas un mec qui... Enfin, le maître de maison va pas se lever pour aller chercher une bouteille, mais c'est inconcevable chez moi, inconcevable. Et ça, après, c'est terminé, tu y retournes plus. Ah non, mais jamais. Déjà, c'est peut-être un accident que j'y ai été, donc voilà. Mais un ogre au grand cœur. Ben, voilà. On est ogre, quand on est ogre, hein. C'est voilà, c'est pour tout, c'est pour le cœur, c'est pour tout, on est ogre, voilà. Un peu disproportionné, voilà. Disons qu'on ne maîtrise pas notre nature. Petite question avant qu'on se quitte, Joël. Qui est-ce que tu verrais, ou à qui aimerais-tu du moins passer le relais pour venir chez Glouglou et qu'on essaye, avec les amis, auditrices, auditeurs, de découvrir ce que le vin dit d'elle ou de lui? Est-ce que tu ciblerais une personnalité? Demande à Maxime Gasteuil, un enfant de Saint-Émilion. Un enfant de Saint-Émilion. Et qui est un mec qui a un gros cœur, qui a une belle intelligence, qui a une belle humanité. Voilà. Demande à Maxime. Eh ben Maxime, si tu nous écoutes, on se fait ça bientôt avec grand plaisir. Joël, je te remercie infiniment pour ton temps. Avec plaisir. Quelle aventure, les amis, et quel régal. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette rencontre. Évidemment, vous pouvez retrouver Joël et ses huîtres sur le bassin d'Arcachon, au Cap Ferré, au parc de l'Impératrice. Un grand merci à tous pour votre énergie, votre soutien et être de plus en plus nombreux à écouter Glouglou. On se retrouve en tout cas très bientôt pour une prochaine émission, mais d'ici là vous connaissez la musique, buvez bien, buvez bon, et à la tienne mon cher Joël. Chin chin. Punaise, j'adore cette nouvelle émission sur le vin. Glouglou c'est marrant comme nom et je comprends tout. Pour une fois je comprends tout. Ah merde, arrête ton cirque. Spider Glouglou, Spider Glouglou.